Pourquoi copier, c'est bien? Quand on parle de copie, on pense tout de suite à copier en examen, à tricher. Mais nous allons voir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs façons de copier, et même que c'est presque toujours une bonne chose, quel que soit le contexte. Je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par regarder la définition de copier. Copier, c'est reproduire à l'identique, ou aussi imiter, qui signifie prendre pour exemple. On sent que imiter a un sens un peu plus souple que la copie identique. Et en fait, on pourrait même étendre la définition de copier à s'inspirer. C'est-à-dire que je prends pour exemple, mais je copie l'idée plutôt qu'exactement la chose elle-même. Et tout de suite, quand j'utilise ce terme de s'inspirer, ça vous paraît plus acceptable de se dire « je m'inspire d'une œuvre » plutôt que « je copie une œuvre ». Mais je vous vois déjà me dire « ouais, s'inspirer d'une œuvre, c'est pas la même chose que copier une œuvre. Si tu t'inspires d'une œuvre, c'est cool, mais si tu la copies, c'est pas cool !» Vous avez absolument raison. Seulement voilà, je vais vous dire un secret. Il y a plein de niveaux intermédiaires en allant de la copie à l'inspiration. Et la limite à partir de laquelle on se dit « tiens, ce n'est plus de la copie », elle n'est pas toujours très claire. Pour comprendre quels sont ces différents niveaux entre copie et inspiration, nous allons prendre un exemple, La cigale et la fourmi, qui est une des célèbres fables de Jean de La Fontaine. Pour ceux qui ne connaissent pas les fables de La Fontaine, il s'agit d'un poète français du XVIIe siècle, très connu pour ses fables, mettant en scène des animaux. Et la particularité de ces fables, c'est d'avoir une morale à la fin de l'histoire. Et la fable de la cigale et la fourmi, c'est l'histoire d'une cigale qui a passé tout son été à chanter. Sauf qu'à la rentrée, elle avait grave la dalle et n'avait rien à se mettre sous la dent. Là, elle va demander à sa voisine la fourmi de quoi manger, car la fourmi avait bien bossé pendant l'été. Et là, la fourmi lui demande « Mais qu'est-ce que t'as foutu cet été, quoi ?» Et la cigale lui répond « J'ai chanté !» Du coup, la fourmi lui répond « Eh bien, dansez maintenant !» Donc, en partant de cet exemple de la cigale et la fourmi, on va essayer de comprendre où se trouve la limite entre copier et s'inspirer. Pour nous aider à trancher, on va imaginer la situation suivante. Un professeur fait passer un examen d'1 heure à ses élèves, une rédaction. 2 des élèves sont au dernier rang, appelons-les au hasard Jean et Molière. Donc Jean comme Jean de La Fontaine. Jean est hyper inspiré, il a des étoiles dans les yeux et rédige son texte. Alors que 30 minutes après, Molière il ne s'est toujours pas lancé, il est en panne d'inspiration. À ce moment, Jean va aux toilettes et Molière en profite pour jeter un long coup d'œil à ce qu'a fait Jean. Donc là, petite ellipse, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Molière. On sait juste qu'il a regardé. En tout cas, il se met à rédiger. Et 5 minutes après, Jean revient des toilettes, il relit une dernière fois son texte parce qu'il avait déjà fini, et rend sa feuille bien avant la fin de l'examen. Molière, lui, continue à rédiger jusqu'à la fin de l'examen. Et voilà, c'est fini, le professeur a toutes les copies. Bon là, on se demande tous si Molière a copié ou non, car il peut très bien avoir regardé, mais on ne sait pas s'il a réussi à relire l'écriture de Jean. Voyons maintenant différents cas de ce qu'a écrit Molière, et comment le professeur jugera la situation. Cas numéro 1, le texte de Molière est mot pour mot ce qu'a écrit Jean. La réaction du professeur est alors « copie exacte, 0 sur 20 ». Cas numéro 2, le texte de Molière raconte exactement la même chose que Jean. Sauf qu'il a remplacé tous les mots par leurs synonymes. Donc le professeur voit ça, il convoque à nouveau Molière et lui dit « Tu crois que j'allais pas remarquer ? Tu as juste remplacé cigale et fourmi par leur nom scientifique, cicadida et formicaida. Bon, je te donne 1 point pour avoir réussi à trouver un synonyme pour chaque mot, ce qui est pas mal, mais t'as clairement recopié. Cas numéro 3, le texte de Molière change complètement le contexte, mais il garde quand même la même trame de l'histoire. Et au lieu de la cigale qui aurait chanté tout l'été, ce serait Jérôme de la Conta qui aurait chatté toute l'après-midi sur WhatsApp, avec une deadline le lendemain. Je vous laisse imaginer ce que lui répond Géraldine, sa voisine, quand il va la voir. Là encore, le professeur convoque Molière, mais il lui dit autre chose. C'est louche. Bon, tu t'es clairement inspiré de ton camarade, t'as repris sa morale, mais tu as quand même fait preuve de créativité. Allez, 12 sur 20. Et enfin, je vous propose un 4e cas. Le texte de Molière est quasi totalement de son cru. La seule idée qu'il a copiée de son voisin, c'est le fait d'introduire une morale à la fin de l'histoire. Le professeur ne convoque pas Molière cette fois-ci. Et quand il rend les copies, il dit « Molière, excellent ! Vous avez été 2 à penser à faire de votre histoire une illustration d'une morale, dans le but d'expliquer quelque chose au lecteur. C'est une excellente idée. Et en plus, Molière, t'as introduit une dimension dramatique géniale. On pourrait en faire une pièce de théâtre. 19 sur 20. Jean, 18. Voilà. Nous avons vu plusieurs cas, allant de la copie exacte à l'inspiration la plus subtile. Nous pouvons remarquer plusieurs choses dans ces différents cas. Premièrement, dans tous les cas, Molière a observé longuement le texte de Jean. Deuxièmement, à chaque nouveau cas, Molière copiait une idée de plus en plus haut niveau. Molière passe du littéral, il conserve tout. Puis il reprend le sens des mots, mais change les mots,
avec des synonymes. Puis il reprend la même morale de l'histoire, avec la même trame, mais change l'histoire. Puis enfin, il reprend le même genre, donc une fable avec une morale, mais il change la morale. C'est comme s'il comprenait de plus en plus l'esprit du texte plutôt que ce qu'il dit littéralement. À chaque fois, Molière a copié quelque chose. Mais ce quelque chose a l'air de plus en plus acceptable. En témoigne la note du professeur, qui reconnaît l'effort que ça a dû demander à Molière. Et puis surtout, au dernier cas, le professeur ne se doute même pas que Molière ait pu copier. Tellement le point commun entre les deux textes est de très haut niveau. Pour le professeur, c'est plus une coïncidence. Et le troisième point, et c'est le point essentiel, à chaque fois qu'on s'élevait d'un niveau, cela demandait plus d'efforts à Molière sur deux plans. L'effort d'analyse et de compréhension, de plus en plus élevé, ce qui témoigne du fait qu'il a fait en quelque sorte travailler son intelligence, mais aussi l'effort de création nécessaire pour concrétiser l'idée. Cette représentation est ce qu'on appelle en mathématiques un arbre, très pratique pour décrire différents cas de figure d'une réalité. Si vous ne voyez pas l'arbre, imaginez qu'on voit des branches qui partent vers le bas. Il faut imaginer que la racine de l'arbre, ou le tronc, est tout en haut. Alors oui, les mathématiciens ont tendance à dessiner les arbres à l'envers. C'est d'ailleurs pour ça que, quand ils essaient de nous expliquer quelque chose, ils finissent par nous retourner le cerveau. Nous voyons donc qu'il y a certes une différence entre copier et s'inspirer, mais la limite n'est pas si claire que ça. Et on peut imaginer aisément qu'un autre professeur aurait eu une autre limite, et donc un jugement un peu différent. Ce phénomène de limite subjective peut poser problème, et vient principalement du fait qu'on essaie de simplifier une réalité complexe. C'est blanc ou c'est noir. Prenons l'exemple du chaud et du froid. Imaginons qu'on vive dans un monde où pour parler de la chaleur, on n'avait que ces deux mots. Soit il fait chaud, soit il fait froid. Il y aurait alors souvent conflit, ne serait-ce que pour donner la météo par exemple. Autant si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il fasse chaud ou froid, on pourra dire à Marseille il fait chaud ou à Lille il fait froid. Autant si tout le monde n'est pas d'accord, le présentateur météo n'aura pas d'autre choix que dire c'est à la limite, certains auront chaud, d'autres auront froid. Pour lever ce désaccord apparent, il suffit de trouver un moyen de décrire objectivement la réalité. Dans le cas de la chaleur, c'est la température. Et le présentateur pourra simplement dire « il fait 20 degrés ». Dans le cas de la copie, c'est cet arbre que nous avons construit ensemble. Voici à quel niveau s'est produite la copie. Ainsi, on fait la différence entre notre perception, notre ressenti, et la réalité telle qu'elle est. Et si on introduit notre ressenti, il faut accepter qu'il soit différent de celui des autres. Ainsi, si à 20 degrés j'ai froid et que quelqu'un d'autre a chaud, il est vain d'entrer en conflit avec lui pour savoir qui a raison. De même que si quelqu'un s'est fortement inspiré d'une œuvre originale, il est vain d'entrer en conflit avec lui pour savoir si on doit le considérer comme copieur ou non. Car la vraie question à se poser est pourquoi ça nous importe tant de savoir si telle personne a copié ou non ? C'est pour savoir si cette action est condamnable. J'entends par là au regard de la loi. Et qui dit loi, dit seuil défini en avance. C'est exactement ce qui se passe avec les brevets. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un brevet, mais ils décrivent très précisément dans quelle mesure l'idée est protégée. C'est un peu la même chose que nos niveaux dans l'arbre, ce qui permettra en cas de litige de s'affranchir de toute terminologie. C'est les faits qui comptent. On a ainsi vu que la limite entre copie et inspiration est quelque chose de subjectif. Que ce sont des mots dont les définitions ne nous précisent pas les limites. Et c'est normal, ces mots peuvent s'appliquer à des situations très différentes. On ne peut pas imaginer une limite qui serait valable pour tous les cas imaginables. Cela dit, on est à peu près tous d'accord que nous tolérons, voire même nous valorisons l'inspiration. Mais nous considérons la copie au plus bas niveau très malvenue. Il y a pourtant une culture où la copie est bien vue. Et on en entend parler très souvent en Occident, au point où ça en devient caricatural. Si je vous dis dans quel pays on trouve les meilleurs copieurs, ou avec un terme plus péjoratif, qui sont les pros de la contrefaçon? Bon, vous pensez sans doute aux Chinois. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la contrefaçon est une bonne chose ou que les Chinois considèrent que c'est bien. D'ailleurs, je n'aime pas faire de généralisation abusive. Quand je dis les Chinois, je parle d'une macro-tendance statistique amplifiée par la société et les médias. Nous allons comprendre pourquoi la copie fait partie intégrante de leur culture, mais bien sûr, cela ne justifie pas de dépasser des limites fixées par les lois. Je ne parle pas d'éthique, c'est un autre sujet. Alors, nous ne parlons pas la même langue, certes, mais le mot que nous avons en commun est imiter. En français, imiter signifie copier. En chinois, imiter signifie apprendre. Et c'est là toute la différence, le sens de ce mot. En Chine, il y a un concept clé pour tout apprentissage, qu'il soit artistique, scolaire ou professionnel. C'est le shu ha ri. Cela décrit les 3 grandes phases de tout apprentissage. La première, le shu, correspond à l'étape où on ne fait que copier. Mais on va copier parfaitement bien, ou en tout cas du mieux qu'on peut. Si je prends l'exemple du piano, on a une partition, on va jouer la mélodie, et pendant toute cette phase d'apprentissage, on va apprendre à faire exactement ce que les notes nous disent de faire. Sinon, on se fait taper sur les doigts, métaphoriquement. On joue cette note et pas une autre.
Une fois qu'on maîtrise cette étape, qu'on sait parfaitement bien jouer une partition, on passe à la deuxième phase, le Ha. Quand on est au Ha, on maîtrise la technique jusqu'au bout des doigts. On se sent surpuissant parce qu'on a l'impression d'avoir atteint la perfection. Et certains vont avoir envie de libérer cette puissance de façon physique, en jouant par exemple le plus vite possible des morceaux très techniques. Mais en faisant ça, c'est un retour en arrière. Ce n'est plus parfait. Car dans la partition, il est écrit à quel tempo on doit jouer. Et quand on va voir notre prof de piano, il va encore nous taper sur les doigts. Toujours métaphoriquement. En fait, quand on est au Ha, on va commencer à avoir de la liberté. Pas la liberté de transgresser les règles qu'on a apprises, mais comme on a appris beaucoup de choses, on commence à avoir une vision suffisamment claire du sujet. Et donc on va commencer à percevoir ce qui n'est pas écrit dans la partition. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre de l'émotion, de la respiration, qu'on va pouvoir commencer à exprimer quelque chose. On commence à percevoir le sens derrière toutes ces notes. Pourquoi ces notes et pas d'autres ? Pourquoi on met l'accent sur tel accord ? C'est pourquoi parfois on entend des critiques du genre « c'est trop scolaire » ou encore « il n'y a pas d'âme ». Donc le Ha, c'est aussi le passage d'une étape où on pensait tout maîtriser, mais d'un seul coup, tout un nouvel univers s'ouvre à nous. Et là on réalise qu'il y a beaucoup de choses écrites sur une partition. Mais c'est ce qui n'est pas écrit qui a du sens. Ça me fait penser à un passage du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. La troisième phase d'apprentissage du chou à riz, c'est le riz. Quand on arrive au riz, c'est la révélation. On comprend qu'en fait les règles sont arbitraires et que ce ne sont qu'un exemple de manifestation, qu'une façon de réaliser le sens. On comprend que l'erreur est une notion subjective. On se trompe par rapport à une norme, par rapport à des règles fixées par d'autres. Et si on essayait de nouvelles règles ? Peut-être que certaines auraient de la cohérence entre elles. Peut-être même que certaines seraient belles. Et surtout maintenant qu'on est passé par la deuxième étape, le Ha, où on a vu tout le sens caché derrière les règles, on peut maintenant créer en partant de notre propre sens, de nos propres émotions. Le riz est l'étape du créateur. Si je reprends mon exemple du piano, à la première étape, le chou, il y a l'élève qui pendant toute sa scolarité pianistique va apprendre à maîtriser l'instrument et à respecter la partition en respectant son professeur. Quand il maîtrise sa partition, il va commencer à travailler son interprétation. Et c'est là qu'il va commencer à travailler avec un maître et qu'il va pouvoir explorer son talent artistique. Les plus grands pianistes, qu'on va aller écouter dans des récitals, des salles de concert, travaillent sans relâche l'expressivité de leur art. Et plus ils vont réussir à véhiculer quelque chose, plus ils vont transmettre de l'émotion au public et vont être acclamés. Car ce qu'ils transmettent va au-delà des notes et résonne au plus profond de l'être de celui qui écoute. Car ils auront réussi à être un canal entre l'esprit du compositeur et l'auditoire. Et au niveau du riz, la création, nous avons justement les compositeurs. Et les plus célèbres d'entre eux sont érigés en symboles, en génies. C'est en ces termes qu'on va penser à Mozart, à Chopin ou à Beethoven. Nous voyons là une continuité d'élévation, avec différents paliers, qui nous rappellent l'escalade que nous avons vue plus tôt, allant de la copie la plus simple à l'inspiration la plus pure. Avec cette philosophie de l'apprentissage, en Chine, nous voyons pourquoi la copie fait partie intégrante du processus, et même qu'elle est nécessaire, et ce dans tous les domaines. Et pour maîtriser une technologie, évidemment, ils vont pas hésiter à commencer par copier ce qui existe déjà, pour s'en abstraire, et même l'améliorer ensuite. Pour terminer cette vidéo, et si je vous disais qu'il y a meilleurs copieurs que les Chinois, et que cette philosophie de la copie, ils l'ont copiée. Allez, on peut dire qu'ils s'en sont inspirés. Eh bien, le meilleur copieur au monde, c'est la vie. La base même de la vie est la reproduction. Pensez-y une seconde. Reproduction. De génération en génération, les individus sont des copies de leurs parents au niveau génétique. Mais pas tout à fait. Il y a des petites perturbations qu'on appelle mutations génétiques. Il y a aussi le croisement. Et ces mutations font que de génération en génération, de nouvelles choses vont émerger. Certaines seront des échecs. Beaucoup seront des échecs. Énormément d'échecs. Et elles disparaîtront. Mais de temps en temps, certaines seront bonnes et elles resteront. C'est la sélection naturelle, grâce à l'adaptation à l'environnement. Alors nous aussi, inspirons-nous de la vie, évoluons en nous adaptant à l'environnement. Levons les inerties du passé qui nous ralentissent. Ne nous attachons pas au matériel culturel, mais à l'esprit de la culture, ce qu'il y a de bien là-dedans. Acceptons le changement. Le changement, c'est la différence. C'est parfois une erreur, mais acceptons ces erreurs. Et des fois, ce ne sera pas une erreur et nous irons de l'avant. Cultivons la différence. Chaque chose différente est une opportunité d'évoluer. Et si vous ne savez pas par où commencer, copiez. Copiez autour de vous.
Et quand vous saurez bien copier, modifiez un peu. Souvent ce sera une erreur, mais parfois non. Puis modifiez de plus en plus. Et enfin, vous pourrez vous exprimer pleinement. Je disais en début de vidéo que la copie, c'est presque toujours une bonne chose, quel que soit le contexte. En fait, la seule limite que je vois à la copie, c'est l'intention. Quand vous copiez dans une salle de classe, vous essayez de tromper l'estimation qu'on cherche à faire de votre niveau. Mais si vous copiez chez vous dans le simple but de comprendre, sans redistribuer une œuvre protégée par droit d'auteur, sans essayer de la revendre illégalement, si vous copiez pour comprendre, je n'y vois que du positif. Bien sûr, là, c'est mon point de vue éthique. Il se pourrait qu'à certains pays, ce soit quand même répréhensible. J'ai donc envie de vous laisser ce message. Copiez tant que votre intention sera bonne. Voilà, j'espère que vous verrez maintenant la copie différemment et que vous n'hésiterez pas à copier dès que vous en aurez l'occasion, pour de bonnes raisons évidemment. J'espère aussi que la philosophie du Shoari vous aidera à expliquer à tous ceux qui n'aiment pas copier bêtement que la copie n'a pas à être bête. On peut mettre de l'intelligence dans la copie pour atteindre plus vite la maîtrise en comprenant ce qu'on fait, pour pouvoir ensuite exprimer des choses quand on comprend pourquoi on le fait et devenir par la suite des créateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine!